Lorsque l'arrogante directrice oblige un élève noir à jouer un solo de violon en guise de punition, elle ne sait pas qu'elle est sur le point de provoquer quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. « Je ne joue pas », proteste Johnson, alors que Veronica lui impose l'instrument. Elle lui répond dédaigneusement. « Alors je vous suggère d'apprendre rapidement, avec l'intention de l'humilier. » Mais ce que personne ne sait, pas même la directrice, c'est que Johnson cache un talent musical extraordinaire. Au fur et à mesure qu'il jouait, le violon devenait l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond, un talent hérité, quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il possédait. Le son, d'abord timide et incertain, s'est rapidement transformé en quelque chose d'impressionnant, révélant l'étonnante habileté de Miguel Andrade. Le directeur, qui s'attendait à un échec humiliant, est resté sans voix, comme tout le monde dans la salle. Dans une tournure inattendue, la punition s'est transformée en victoire pour Miguel, un triomphe qui a non seulement défié les attentes, mais aussi démasqué l'arrogance du directeur, laissant tout le monde sous le choc de la révélation de son talent caché. Une histoire d'intention cruelle qui, à la fin, culmine dans un moment de pur dépassement. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. La réunion du matin au lycée Westridge se poursuit tandis que la directrice Isabella Duarte ajuste ses lunettes de marque et replace ses cheveux blonds impeccablement coiffés derrière son oreille. Ses yeux perçants parcourent l'auditorium, à la recherche du moindre signe de désordre parmi les élèves présents. C'est alors qu'elle repère Miguel Andrade, qui se trouve au fond de la salle, essayant de passer inaperçu. Son dos lui fait encore mal à cause de la chaise cassée au cours précédent, mais il ne veut pas que l'on s'en rende compte. L'école est silencieuse pendant l'assemblée du matin lorsque la voix autoritaire de la directrice Isabella Duarte se fait entendre. « Miguel Andrade, pourquoi n'es-tu pas assis avec tes collègues ?» Le son de sa voix résonne dans tout l'auditorium, attirant l'attention de tous. Il prend une grande inspiration et s'approche, le cœur battant dans sa poitrine. Le sentiment de ne pas être à sa place était quelque chose qu'il connaissait déjà bien. Miguel tenta d'expliquer sa situation. « J'ai très mal au dos, madame, dit-il doucement. Mais Isabella, avec son sourire arrogant, ne veut rien entendre. Ce n'est pas une question de douleur, c'est une question de respect, a-t-elle répondu, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Les élèves regardent en silence, beaucoup se retournent pour voir ce qui se passe. Tu ne penses pas que les règles s'appliquent à toi, n'est-ce pas? Continua la directrice, la voix pleine de mépris. Miguel sentit le poids de ses paroles comme une pression sur ses épaules, mais il ne put répondre. Elle s'approcha de lui, ses talons au tapant sur le sol. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle en remarquant l'étui à violon appuyé contre le mur. « Tu le gardes pour quelqu'un ?» Miguel répond nerveusement. « C'est celui de mon ami Echa. » Isabella ignore son explication et rit d'un air sarcastique. « Eh bien, puisque tu penses que tu n'as pas à obéir aux règles, pourquoi ne pas montrer tes talents musicaux ?» dit-elle en lui tendant le violon et en lui suggérant d'en jouer. Des rires se répandirent dans la salle, comme si tout le monde attendait qu'il échoue. Miguel sentit l'humiliation s'installer. Isabella lui faisait face avec un sourire méprisant. « Tu crois que ça va être facile ?» demanda-t-elle d'une voix froide et calculatrice. Miguel, dont les doigts tremblaient encore sur le violon, tenta de formuler des mots. « Je ne sais pas jouer, madame, » dit-il d'une voix basse, presque imperceptible. Mais la directrice lui coupe rapidement la parole. « Apprends à jouer ou tu seras puni jusqu'à la fin du trimestre. » Elle était implacable. Miguel se sentait impuissant, comme s'il n'était qu'une pièce dans un jeu où ses chances de gagner étaient minimes. Le public ne tarda pas à réagir. Les élèves se mirent à rire, chuchotant entre eux, et certains rires étaient plus forts que d'autres. « Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ?» dit quelqu'un à voix basse. Miguel sentit ses épaules s'alourdir sous l'effet des regards et des rires malveillants. Il baissa les yeux sur son violon, essayant de se concentrer, mais sa nervosité était visible. Ses doigts ne savaient pas comment se positionner, et il avait l'impression que chaque mouvement était l'occasion de nouvelles moqueries. Mais en même temps, une partie de lui voulait surprendre. Miguel sentit la sueur couler sur son front en regardant les visages familiers qui l'entouraient. Ses camarades ne savaient pas de quoi il était capable. Il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la musique, et encore moins pour le violon. Pourtant, dans cette pièce, à ce moment précis, il se sentait mis au défi de prouver quelque chose de plus. Mais que faire? Le temps presse. Isabella attendait sa réponse,
et le public ne faisait qu'ajouter à la pression. Que pouvait-il faire? Il se sentait au bord du gouffre, l'attente pesant sur lui comme une charge impossible à porter. Miguel est paralysé, les yeux fixés sur le violon qu'il tient. Les murmures et les rires qui l'entouraient commençaient à s'estomper dans son esprit, laissant place à un son étouffé. Il ressent le poids des regards, en particulier celui d'Esha, son amie la plus proche. Elle était au premier rang et le regardait avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Il voulait faire quelque chose, n'importe quoi, pour se libérer de ses attentes. Mais il savait qu'à chaque seconde qui passait, la honte grandissait. Il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Alors que les rires résonnaient dans la pièce, Miguel sentit le poids de chaque regard. Ce n'étaient pas seulement des rires, c'étaient des regards pleins de jugement et de supériorité. Il était là, comme une blague pour tout le monde, et il ne comprenait pas pourquoi les gens prenaient plaisir à le voir ainsi. Chaque mouvement qu'il faisait avec le violon semblait faux. Et il savait qu'à chaque seconde, l'humiliation deviendrait encore plus difficile à supporter. La salle semblait se refermer autour de lui, comme s'il était avalé par le poids des regards désireux de le voir échouer. Miguel se tenait au centre de la scène, violon à la main, tandis que les rires continuaient à résonner en arrière-plan. Mais, l'espace d'un instant, son esprit s'éloigne de cet auditorium pour se tourner vers les souvenirs qui lui sont chers. Son père, Renato Andrade, a toujours été un homme dévoué qui multipliait les emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne connaissait pas la musique comme beaucoup d'autres, mais il avait toujours une vieille boîte à cigares et un violon cassé à bricoler pendant ses rares heures de loisirs. La musique est en toi, mon fils, disait-il, avant de se perdre à nouveau dans ses tâches fatigantes. Miguel se demandait ce que son père serait devenu si la vie lui avait donné l'occasion de suivre sa véritable passion. Miguel, toujours debout devant le public, vit son esprit envahi à nouveau par des souvenirs du passé. Cette nuit-là, alors que sa mère s'occupait de sa blessure au dos, il avait trouvé un vieil album de photos. Il n'avait jamais su grand-chose de son père, Renato. Mais en feuilletant les pages jaunies, il avait trouvé une photo de Renato jeune, un violon à la main, avec un sourire radieux. Miguel ne se souvenait pas que son père jouait d'un instrument, mais il était là, avec ce violon qui semblait faire partie de son âme. Le lien avec la musique était réel, et Miguel avait peut-être plus en commun avec lui qu'il ne le pensait. La mère de Miguel entra dans le salon et le vit debout devant la photo. « Ton père avait un talent incroyable pour la musique, » dit-elle, la voix brisée. Mais il n'a jamais eu la chance de réaliser ce rêve. Il a dû travailler pour s'occuper de nous. Miguel regarde la photo de plus près. Le sourire de son père semblait sincère, et les mains tenant le violon étaient fermes, comme si la musique était son seul refuge. Il n'avait jamais su que son père, malgré toute la lutte pour survivre, avait trouvé du plaisir dans quelque chose d'aussi pur. Il se demanda pourquoi il ne l'avait jamais su auparavant. Avec un profond soupir, Miguel positionna l'archet sur les cordes, ses doigts hésitant brièvement, cherchant le premier contact. Les yeux de ses camarades de classe étaient fixés sur lui, certains avec un regard curieux, d'autres plus sceptiques. À l'avant, la directrice observait en silence, d'un air neutre, s'attendant peut-être à quelque chose de plus de la part d'un élève qui, jusqu'alors, s'était toujours distingué par son comportement rebelle. Miguel appuya sur les cordes plus fort qu'il n'aurait dû, et lorsqu'il tira sur l'archet, le son qu'il produisit n'était pas celui auquel il s'attendait. Il était désaccordé, déchirant l'air avec une dissonance qui faisait se contorsionner les visages de ses collègues, dans un mélange de surprise et de gêne. Il ne s'est pas arrêté, même s'il savait qu'il avait échoué. Quelque chose en lui le pousse à continuer, à ne pas céder à la honte. Le deuxième mouvement est un peu plus maîtrisé, mais même ainsi, la mélodie qu'il tente de créer est distante, comme si le violon refusait de coopérer, ainsi qu'il le ressent parfois lui-même. Chaque tentative semblait plus désespérée, la frustration commençant à se manifester dans ses gestes, le froncement des sourcils, la tension visible dans son corps. Des chuchotements commencèrent à se répandre dans la pièce, des rires étouffés ici et là, jusqu'à ce que finalement l'archet glisse dans le mauvais sens et que le son se transforme en un cri strident. Miguel sentit la honte l'envahir. Miguel savait qu'après l'humiliation publique qu'il avait subie, il ne pouvait pas se rendre. La pression était forte, les regards pesants, mais il ne pouvait pas se laisser abattre. Il pensa à l'héritage de son père, aux paroles de sa mère. « Rien n'est impossible pour un Andrade » disait-elle toujours. Cette phrase résonna dans son esprit tandis qu'il regardait le violon. Il ne savait pas comment il allait apprendre en si peu de temps, mais l'idée d'abandonner n'était pas envisageable.
Quelque chose en lui, peut-être le souvenir de sa famille, le poussait à essayer, à se battre pour quelque chose qui semblait au-dessus de ses forces. Miguel prit une profonde inspiration et décida qu'il n'allait pas se laisser dominer par la honte. Les jours suivants, il s'est enfermé dans sa chambre, tenant le violon avec plus d'assurance. La douleur dans son dos lui rappelle constamment sa vulnérabilité, mais il refuse d'en faire un obstacle. Il sait qu'apprendre en 10 jours est une tâche impossible pour quiconque. Mais il ne se contentait pas de lutter contre le temps. Il défiait l'attente de l'échec que tout le monde semblait avoir à son égard. Chaque jour de pratique était un pas de plus vers ce qu'il croyait être son droit de naissance, la musique. À chaque séance, Miguel sentait qu'il se rapprochait de la maîtrise du violon, mais le voyage n'était pas facile. Ses doigts, engourdis et fatigués, commençaient à prendre forme. La posture était toujours un défi en raison de la douleur dans son dos, mais il essayait de faire face. À chaque fausse note, il se souvient des moqueries, des rires. Il ne voulait pas être considéré comme le garçon qui avait échoué, le garçon qui ne pouvait rien faire. Et au fond de lui, il savait que la musique n'était pas quelque chose que les autres pouvaient lui enlever. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous ai préparé quelque chose de vraiment spécial. Au fil des jours, Miguel commença à remarquer un changement. Il n'était plus touché par la peur ou la colère, mais par quelque chose de nouveau, un sentiment de connexion. Il n'essayait pas seulement d'éviter l'humiliation, il cherchait quelque chose en lui. Le son du violon, bien que loin d'être parfait, devenait plus vrai. À chaque note, il sent que la musique fait partie de lui. Et, pour la première fois, il s'est autorisé à croire qu'il pouvait le faire. Il pouvait transformer l'humiliation en quelque chose de plus, une victoire personnelle. Miguel s'entraînait dans un coin de la cafétéria vide, ses doigts appuyant fortement sur les cordes, essayant de trouver le rythme, lorsque Larissa apparut. Elle l'observa quelques secondes et se rendit compte de la difficulté de ses mouvements. « Miguel, je peux t'aider », dit-elle d'une voix douce mais pleine de détermination. Il leva les yeux, surpris, et tenta de sourire. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-il, encore un peu réticent. Larissa acquiesça sans hésiter. « Oui, tu n'es pas seul dans ce cas », dit-elle fermement. Pour Miguel, c'était une offre inattendue, mais sa présence semblait être exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là. Larissa avait toujours été l'amie loyale sur laquelle Miguel pouvait compter, mais il n'avait pas imaginé qu'elle s'impliquerait aussi profondément dans son combat. Elle savait qu'il se débattait, mais maintenant elle était prête à faire un effort supplémentaire. « Je joue depuis l'âge de 6 ans, je peux t'aider à prendre le coup de main », dit Larissa en passant les cordes du violon pour lui. Miguel la regarda, sentant la gratitude se mêler à l'embarras. Il ne voulait pas être un fardeau, il ne voulait pas être perçu comme un faible. Mais quand il regardait Larissa, il voyait une amie sincère, quelqu'un qui était là, sans jugement, voulant simplement l'aider à réaliser ce qu'il pensait être impossible. Bien que l'offre de Larissa soit sincère, Miguel ressent le poids du doute. « Je n'y arriverai jamais, Larissa », avoue-t-il, la voix tremblante. « Il n'y a que 10 jours, je ne peux pas apprendre cela en si peu de temps. » Mais Larissa ne le laisse pas céder à l'incertitude. « Miguel, tu as quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Je l'ai vu. Fais-moi confiance. » Elle a posé sa main sur le violon et l'a guidé doucement. Le soutien de Larissa était plus que ce qu'il pouvait demander. C'était un pont entre la peur et la possibilité. Larissa a aidé Miguel à comprendre la posture correcte et à pratiquer les premières notes. Bien que le processus ait été difficile, il a senti une flamme s'allumer en lui. Il n'essayait plus seulement d'éviter l'humiliation, mais voulait désormais se prouver à lui-même qu'il en était capable. Chaque mouvement qu'il fait avec le violon, chaque note maladroite, représente une petite victoire. « Je peux y arriver », se dit-il, plus fort que jamais. Le voyage était encore loin d'être facile, mais avec Larissa à ses côtés, Miguel se sentait moins seul dans cette lutte. Miguel regarda le calendrier de sa chambre et vit le chiffre 10, encerclé en rouge, le jour du concert. 10 jours. Il ne savait pas comment, mais il devait le faire. Chaque jour semblait lui glisser entre les doigts, et chaque tentative de jouer du violon semblait être une lutte contre le temps. Mais Miguel ne voulait pas échouer. Il ne voulait pas être le garçon qui abandonne face à un défi. Il savait que la douleur dans son dos n'était rien comparée à la pression qu'il ressentait maintenant. Le concert approchait et il devait être prêt. La pensée de sa mère,
toujours pleine d'espoir, le motive. Plus les jours passaient, plus la pression augmentait. Non seulement parce que le concert approchait, mais aussi à cause de la pression interne de Miguel. Il savait que la directrice Isabela Duarte l'observait, que le monde entier semblait attendre son échec. Chaque jour qui passait, Miguel se demandait s'il serait capable de faire face à la situation. Les attentes de sa mère et de Larissa, qui avaient toujours cru en lui, semblaient peser lourdement sur ses épaules. Il savait qu'en essayant de surmonter ses limites, il essayait aussi de répondre aux attentes de ceux qui croyaient en son potentiel. Larissa a été sa principale source de soutien pendant cette période. Elle l'a patiemment guidé, corrigeant sa posture et l'aidant à se concentrer sur ses notes. Mais Miguel commençait à comprendre que, plus que de jouer correctement, il avait besoin de sentir le violon. Chaque mouvement de sa main, chaque doigt appuyant sur les cordes, devient plus naturel. La douleur est toujours présente, mais il s'y habitue. Lorsque le violon est entre ses mains, il commence à ressentir quelque chose d'autre, au-delà de la technique. Une véritable émotion qui le fait avancer. Les journées deviennent une répétition d'exercices incessants. Avant l'école, pendant la pause, après les cours, Miguel avait toujours son violon dans les mains. Ses doigts commencent à saigner, mais il s'en moque. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il la corrigeait et recommençait. La sueur qui coulait sur son visage, la fatigue de ses mains, ne le faisait pas renoncer. Il était déterminé. Il y avait quelque chose en lui qui ne le laissait pas s'arrêter. Le temps passait, mais Miguel ne se préparait plus seulement à éviter l'humiliation. Il se préparait à montrer à tous, y compris à lui-même, ce dont il était réellement capable. La douleur dans le dos de Miguel ne disparaissait jamais complètement. Chaque fois qu'il se penchait pour poser le violon sur son épaule, il ressentait une vague de douleur qui le faisait grimacer. Mais il ne s'arrêtait pas. Il s'était habitué à cette sensation, comme une présence constante qui lui rappelait que son parcours était loin d'être facile. Au début, il a pensé abandonner, mais chaque jour, le violon semblait devenir une extension de son corps. La fatigue, la douleur, tout cela fait partie du processus. Il savait que ce serait difficile, mais la résistance de son corps a commencé à s'aligner sur celle de son esprit. Avec le temps, Miguel s'est rendu compte que la douleur physique ne testait pas seulement ses limites physiques, mais aussi sa force mentale. Il construisait une résistance interne qui allait au-delà du violon. Il n'apprenait pas seulement à jouer d'un instrument, il apprenait à combattre ses propres peurs et insécurités. Chaque jour, quand ses doigts saignent, quand sa posture devient insupportable, il se souvient de sa mère. Elle disait toujours qu'il avait une force en lui. C'est à ce moment-là, face à la douleur, qu'il a vraiment commencé à comprendre ce qu'elle voulait dire. Pendant les longues heures de pratique, Miguel essayait de se concentrer sur le son du violon, en essayant de repousser la douleur dans son dos. Il ne pouvait pas la laisser l'envahir. Chaque fois que le son du violon était déformé, il prenait une grande inspiration et essayait à nouveau. La douleur semblait être une barrière, mais à chaque erreur qu'il corrigeait, il se sentait un peu plus fort. Ce n'était pas seulement le violon qu'il essayait de maîtriser, mais aussi la capacité d'ignorer l'inconfort, de se pousser au-delà des limites physiques qui lui étaient imposées. À chaque entraînement, Miguel sentait qu'il se rapprochait de son but, même si le chemin était ardu. Ses doigts s'habituent aux cordes et sa posture s'améliore lentement. Mais l'impact n'est pas seulement physique. Il ressent aussi quelque chose de différent à l'intérieur de lui, comme si la musique devenait une partie de son identité. Il ne jouait plus par obligation, mais par désir. Il a ressenti un lien plus profond avec le violon, comme si l'instrument racontait aussi son histoire. Désormais, il ne se voyait plus comme le garçon vaincu de l'assemblée, mais comme quelqu'un qui était sur le point de montrer au monde qui il était vraiment. Miguel ne s'attendait pas à être interrompu alors qu'il s'entraînait dans l'une des salles de musique vides de l'école, mais lorsque la porte s'ouvrit, il fut accueilli par un homme à l'air sérieux mais accueillant. Il s'agit du professeur Enrique Almeida, le nouveau professeur de musique de l'école. Il était arrivé tard dans l'année scolaire, mais Miguel avait appris qu'il avait une grande expérience de l'enseignement de la musique. « Tu t'entraînes tout seul ?» demanda le professeur Enrique avec un sourire amical. Miguel, surpris, répondit avec hésitation. « Oui, j'essaie d'apprendre seul, mais c'est difficile. » Le professeur le regarde un moment avant de lui adresser un petit sourire de compréhension. Enrique s'approche lentement de Miguel et regarde attentivement le violon dont il essaie de jouer. « Tu as une bonne oreille pour la musique, dit-il d'un air sérieux. Mais ta technique a besoin d'être améliorée. » Miguel eut froid dans le dos. Il n'avait jamais été analysé de la sorte,
et d'une manière aussi directe. Il s'était toujours habitué à passer inaperçu. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. On peut y travailler, dit le professeur d'un ton assuré. Il n'est pas impossible d'apprendre, si l'on s'y efforce vraiment. Miguel poussa un soupir de soulagement, mais il se sentit aussi sous pression. Que allait-il dire de ses progrès? Miguel s'assit, craintif mais prêt à écouter ce que le professeur avait à lui dire. Enrique commença à corriger sa posture et sa technique d'arc. Le secret réside dans le contrôle, Miguel, explique-t-il en montrant à quel point le mouvement du bras doit être souple et contrôlé. Ne te contente pas de jouer les notes, ressens la musique. Miguel regarde attentivement, essayant d'absorber chaque mot. Pour la première fois, il sentait qu'il n'était pas seul à lutter, qu'il y avait quelqu'un prêt à le guider sur le bon chemin. Enrique a ensuite donné à Miguel quelques conseils pratiques. N'oublie pas, Miguel, que le violon exige de la patience. Parfois, tu auras l'impression de ne pas progresser, mais la persévérance en vaut la peine. Le professeur semble vraiment croire au potentiel de Miguel. Mais il faut que tu te fasses confiance. La musique n'est pas qu'une question de technique, c'est une question d'âme. Miguel s'est senti mis au défi, mais aussi inspiré. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais pour la première fois, il sentait qu'il pouvait être bon. Il n'allait pas faiblir maintenant. Au cours des semaines suivantes, Miguel s'est entièrement consacré à la musique, absorbant chaque leçon du professeur Enrique. La douleur dans son dos le gênait toujours, mais il apprit à l'ignorer en s'exerçant. Enrique l'observait attentivement, corrigeant sa posture, ajustant la position de l'archet, et lorsque Miguel parvint à jouer un morceau simple, sans aucune erreur, le professeur lui adressa un regard d'approbation. « Tu as quelque chose de spécial, Miguel, » dit Enrique avec sérieux. « Quelque chose que peu de musiciens possèdent. Une oreille fine. Tu réalises les notes avant même de les jouer correctement. » Le cœur de Miguel s'emballa. Il n'avait jamais pensé qu'il serait reconnu de cette façon. Enrique, qui avait déjà vu passer de nombreux élèves sous sa tutelle, regardait maintenant Miguel avec une nouvelle perspective. « Tu as appris en un temps record, » dit-il, visiblement impressionné. « Mais la question est de savoir si tu peux le montrer au public. » Miguel hésite, l'estomac noué. Le public, le concert approchait, et l'idée de se produire devant tant de monde lui semblait impossible. Il ne se sentait pas encore tout à fait prêt. « Je ne sais pas, professeur, » dit-il en regardant le violon d'un air incertain. Enrique sourit légèrement et lui toucha l'épaule. « Je crois en toi, Miguel. Tu peux faire plus que tu ne le penses. » Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. La pratique quotidienne de Miguel n'était plus seulement une question de technique. Il a commencé à jouer avec plus d'assurance, faisant confiance à son instinct musical. Enrique le met au défi d'improviser, de ne pas suivre aveuglément la partition, mais d'ajouter quelque chose de lui-même à la musique. La technique est importante, mais ce qui compte vraiment, c'est l'émotion que vous transmettez, disait le professeur. Chaque fois que Miguel prenait le violon, il se sentait plus proche de la musique, plus proche de lui-même. Il ne jouait pas pour les autres, mais pour lui-même, exprimant des sentiments qu'il n'arrivait pas à exprimer. Au fil du temps, Miguel a commencé à prendre confiance en ses capacités. À chaque improvisation, à chaque technique corrigée par Enrique, il se sentait plus proche de ce qui semblait impossible, jouer au concert de printemps. Malgré la pression et l'attente d'un échec, Miguel commençait à croire qu'il pouvait y arriver. Il ne jouait plus par obligation ou par peur de l'humiliation, mais pour quelque chose de plus profond. Il voulait s'exprimer. Et pour la première fois, Miguel se sentait prêt à montrer au monde ce dont il était capable. Un après-midi tranquille, après une séance d'entraînement intense, Miguel s'est retrouvé dans sa chambre, à feuilleter les vieilles photos de son père. Ces images de Renato Andrade l'avaient toujours ému. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En fouillant dans une vieille boîte, il a trouvé une vidéo dans un format ancien, une cassette VHS. Il s'agissait de l'enregistrement d'un spectacle musical. Miguel, de plus en plus curieux, a mis la cassette dans le vieux magnétoscope de la maison. Lorsque l'image est apparue, il n'en a pas cru ses yeux. Son père était là, jeune, un violon à la main, jouant avec une habileté impressionnante. Miguel sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il réalisa à quel point les mouvements de son père étaient semblables aux siens. Miguel regarda,
Fasciné, son père jouait avec une intensité qu'il n'avait jamais imaginée. La musique jaillissait de lui si naturellement, comme si le violon était une extension de son âme. Renato n'avait pas les meilleures conditions, mais ses capacités étaient indéniables. « Je ne le savais pas », murmura Miguel. Il n'avait jamais su que son père était si talentueux, si passionné de musique. Une vague de tristesse et d'admiration l'envahit. Son père avait abandonné la musique pour subvenir aux besoins de sa famille, sacrifiant ses propres rêves pour assurer le bien-être des autres. La vidéo s'arrêta brusquement et Miguel resta assis, abasourdi. Le silence qui régnait dans la pièce était pesant, mais en même temps, il ressentait un lien profond avec cet homme dont il se souvenait à peine. Il n'a jamais eu sa chance, pensait Miguel. Renato avait été contraint d'abandonner sa passion pour la musique afin de survivre. Et maintenant, Miguel était là, avec son violon, et il avait la chance que son père n'avait jamais eue. Cela le motivait plus que tout. Miguel savait qu'il ne pouvait pas laisser mourir l'héritage de son père. Il ne pouvait pas jouer comme lui, mais il avait maintenant une raison encore plus forte de continuer. La musique n'est pas qu'une question de notes ou de performance. C'était une question de vie, de rêves inachevés, et il avait maintenant l'occasion d'honorer l'héritage de Renato. Il n'échouera pas. Il ferait ce que son père n'avait jamais pu faire, s'exprimer à travers la musique. Sur cette pensée, Miguel se leva, prit le violon et le regarda avec une détermination nouvelle. Une fois le violon entre ses mains, Miguel commença à en jouer d'une manière différente. Maintenant, quand l'instrument était sous son menton, il sentait plus que les notes, il sentait la présence de son père. Le violon, bien que vieux et usé, semblait avoir acquis une signification plus profonde. Ce n'est plus seulement un outil pour faire ses preuves à l'école ou éviter les humiliations publiques. C'était la clé qui permettait de relier le passé et le présent, de donner une voix à un rêve qui n'avait jamais été vécu. En jouant, Miguel avait l'impression de faire entrer l'héritage de son père dans un nouveau chapitre. Chaque jour qui passait, la musique commençait à couler plus naturellement pour Miguel. Sa confiance en lui s'est accrue au fur et à mesure qu'il explorait le violon avec plus de liberté. Il commença à ressentir les émotions que la musique véhiculait, et pas seulement les notes inscrites sur le papier. Le son du violon le touchait d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme s'il exprimait sa douleur, ses joies, maintenant, le lien avec son père. Cette mélodie avait quelque chose de spécial, quelque chose qui dépassait le simple fait d'apprendre à jouer. Miguel ne sait pas exactement quand cela s'est produit, mais il a senti qu'il se connectait à ce que son père avait vécu. Il commençait à comprendre le sens des heures que Renato passait à jouer du violon, même dans les moments difficiles. Il savait que son père n'avait jamais eu la chance de briller, mais Miguel avait maintenant cette chance. À chaque répétition, il sentait qu'il accomplissait non seulement sa propre destinée, mais qu'il perpétuait aussi l'héritage de son père. La musique était désormais quelque chose de sacré, un langage qui parlait plus fort que n'importe quelle parole. Miguel ne pouvait plus considérer le violon uniquement comme un outil de punition. Le poids de son histoire l'accompagnait désormais, et il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette chance. La musique avait un poids profond, un héritage qui allait au-delà de l'école et du moment présent. Il ne voulait pas seulement être bon, il voulait être grand, pas pour sa mère, pas pour Larissa, mais pour son père. À chaque accord, Miguel se rapprochait de quelque chose de plus important que n'importe quel concert. Il donnait une voix à un rêve irréalisé. La directrice Isabella Duarte, avec son attitude impitoyable, savait exactement comment manipuler la situation. À chaque rencontre avec Miguel, elle le regardait avec un mélange de dédain et de supériorité. La façon dont il la traitait, avec ironie et sarcasme, montrait clairement qu'elle ne voyait dans le jeune homme qu'une distraction pour ses plans. Même lorsqu'il essayait de se préparer, elle mettait un point d'honneur à lui rappeler que sa présentation serait une forme de punition publique, une façon de lui montrer qui dirigeait vraiment l'école. La gêne qu'elle provoquait était palpable, mais Miguel ne la laissait pas l'atteindre autant qu'avant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires de transformation et rappelez-vous que le respect et l'empathie ont le pouvoir de transformer des vies.
Et n'oubliez jamais, ne sous-estimez personne pour ce qu'il semble être.